Donc voilà, donc j'ai la lourde tâche d'imaginer le futur de la mesure objective, et je voulais commencer un petit peu en reprenant ce que vient de faire Grégory Gerbeau, puisqu'au final, je vais vous parler de mesure objective, et à l'heure actuelle, juste une petite parenthèse, on n'a aucune possibilité de mesurer objectivement en fait la réception Bluetooth, la réception sans fil. Donc ça, je pense que ça sera quelque chose qui sera intéressant dans les futures années. Donc ma présentation aujourd'hui, c'est d'imaginer ce qu'on va pouvoir mesurer dans les années futures, objectivement, avec un patient. Donc la seule mesure objective quasiment aujourd'hui en audioprothèse, c'est la mesure in vivo. On peut avoir une mesure au caisson et savoir un petit peu dans les années futures qu'est-ce qui serait intéressant de mesurer, parce que les appareils auditifs évoluent très très vite et les matériels en parallèle ont une durée d'élaboration qui est beaucoup plus lente. Alors, à l'heure actuelle, je vais vous montrer donc le matériel européen aujourd'hui va se décliner dans ces différents matériels. On a un fabricant qui est nord-américain, Audioscan, qui diffuse essentiellement en Allemagne ou dans certains pays plutôt du Nord. Vous connaissez donc Natus, le FreeFit, l'Affinity, donc qui sont des matériels qui ont déjà quelques années de présence, des évolutions de ces fabricants avec l'Affinity Compact, et puis on a donc la Unity 3 de Siemens, et puis la chaîne de mesure que vous voyez au centre là, qui est une chaîne de mesure allemande qui est quasiment construite en fait sur mesure, et assez avancée en matière de mesure objective. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, quasiment tout, sauf éventuellement une seule mesure, existe sur au moins une de ces chaînes de mesure. On va essayer de voir un petit peu, d'analyser un petit peu tout ça et de voir où il faudrait aller. Alors, la première partie de mon intervention, ça va être une partie peut-être un petit peu aride. Pour savoir où on va aller, je pense que ça serait intéressant de savoir comment font les fabricants aujourd'hui pour analyser le signal. Est-ce qu'ils ont en fait aujourd'hui la possibilité de tout faire? Est-ce qu'ils sont encadrés dans l'analyse du signal? Donc ça peut paraître un sujet qui est trivial en fait, mais en réalité, on va voir qu'il y a des normes en fait qui régissent cette analyse du signal. Et le but, c'est de voir si ces normes sont respectées déjà d'une part, et puis si elles sont d'actualité et si elles le seront dans le futur. Donc, chaîne de mesure actuellement, vous avez donc une chaîne de mesure, c'est d'abord du matériel en fait. Donc il y a une contrainte matérielle qui est forte, mais la chaîne de mesure ne fait pas la totalité de l'analyse du signal aujourd'hui. Il y a une étape qui est faite en partie par le logiciel, c'est-à-dire par le PC. Alors, on verra aussi, toutes les chaînes de mesure n'ont pas choisi systématiquement une partie matérielle, une partie logicielle. Et on verra que dans l'avenir, il est possible qu'on voit se développer des systèmes autonomes, en fait. Donc, en fait, une chaîne de mesure, c'est un convertisseur numérique analogique, donc CNA, ce qui veut dire qu'en fait, le signal qui est numérisé sur nos PC, ou des fois dans des chaînes de mesure qui sont autonomes, sur la chaîne de mesure elle-même, va être transformé vers le haut-parleur, donc c'est l'étape DAC, c'est-à-dire Digital to Analog Converter. Donc ça, c'est la première étape, ça prend un certain temps, ça va passer par le port, en fait, qui relie le PC à la chaîne de mesure, ou alors la chaîne de mesure le fait en autonome. Une fois que ce signal a été émis au niveau du haut-parleur, en analogique, il va être mesuré, soit dans le coupleur, soit en fond de conduit auditif, et donc à nouveau, ce signal repasse par la chaîne de mesure, va être numérisé, analysé, et acheminé vers le PC, donc c'est l'étape inverse, Analog to Digital Converter. Donc en fait, tout ce codage, décodage, toutes ces analyses en fait doivent obéir en fait à des règles assez strictes. Et au final, la plupart du temps, dans on va dire 90% des systèmes à l'heure actuelle,
L'affichage, évidemment, est fait par le PC, pas forcément d'ailleurs. La pondération spectrale et d'autres analyses vont être faites donc par le PC. Donc, ce qui nécessite quand même assez peu de ressources, quand même, parce que les chaînes de mesure les plus répandues en France, en fait, ont quand même quelques années. Et il y a 10 ans, elles arrivaient tout à fait à faire ces étapes-là. Donc, ce n'est pas forcément gourmand, en fait, pour le PC. Mais on va voir que finalement, dans les années qui viennent, peut-être que nos PC vont prendre plus d'importance. Alors, au niveau des principes de base d'analyse du signal, que ce soit analyse du signal par les chaînes de mesure ou d'autres systèmes, mais là, on va s'intéresser vraiment aux chaînes de mesure. Donc, le signal est toujours échantillonné à une fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire en qualité CD, 44 100 Hz, où certains systèmes ont choisi des fréquences d'échantillonnage qui vont être différentes, par exemple 32 000 Hz. Donc, ça veut dire que tous les 44 millièmes de seconde ou tous les 32 millièmes de seconde, la chaîne de mesure, enfin le système va prendre un échantillon. Une fois qu'on va avoir ces échantillons numériques, en fait, dans le système, ça c'est purement matériel, il va y avoir un stockage, donc une mémoire tampon qui va stocker un certain nombre d'échantillons numériques. Et ce nombre d'échantillons, en fait, il est défini vraiment de manière matérielle. C'est vraiment la chaîne de mesure qui est conçue pour, c'est vraiment le hardware qui va définir le nombre d'échantillons qui sont stockés. Dès qu'un certain nombre d'échantillons, en fait, a été atteint, qui est fixé par le matériel, il y a une transformée de Fourier rapide, qui s'appelle une FFT, qui est toujours faite par la chaîne de mesure. Donc là, on a vraiment une étape totalement matérielle, et l'étape finale, on a un affichage, certaines pondérations qui vont être faites par le PC, donc étape logicielle. L'interface entre les deux, et on va voir la plupart du temps, mais ce n'est pas systématiquement le cas, on va voir qu'il y a des choix qui ont été faits par certains fabricants. L'interface entre la chaîne de mesure et le PC, la plupart du temps, jusqu'à aujourd'hui, se faisait par port USB. Et on va voir en quelle mesure ce port USB va avoir une influence sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que l'on pourra faire plus tard éventuellement. En fait, les fabricants ne font pas comme ils veulent dans l'analyse du signal, ils ne devraient pas faire comme ils veulent. Il y a une norme internationale qui a été éditée donc en 2012, donc c'est la norme IEC 60-118-15. Et cette norme internationale, en fait, ce qui est intéressant, donc, a défini l'analyse des signaux de parole par nos chaînes de mesure. Et ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, c'est que l'ISTS, donc le signal vocal international de test, a été fabriqué en 2007. Donc c'est 5 années plus tard, en réalité, qu'on a eu une norme internationale qui définissait le mode d'analyse du signal vocal. On voit que ça a quand même pris un certain temps et que finalement, le matériau a été créé avant le matériel, presque. Alors, que dit cette norme? C'est-à-dire que si on a en fait un signal vocal qui est continu, normalement, on doit analyser ce signal vocal sur des sections temporelles de 125 millisecondes. Donc, vous avez un signal continu, la chaîne de mesure va prendre des sections temporelles de 125 millisecondes, c'est-à-dire qu'en fait, en théorie, la chaîne de mesure devrait stocker un certain nombre d'échantillons numériques, et quand ce nombre fait à peu près 125 millisecondes, il y a une transformée de Fourier. Pour éviter en fait les discontinuités d'analyse entre les échantillons temporels de 125 millisecondes, il faudrait, la norme IEC dit qu'il faut que ces échantillons en fait se chevauchent de 50%. Donc en analyse du signal, ça s'appelle l'overlapping. Cette étape en fait est effectuée par le PC. C'est-à-dire que pour la plupart des chaînes de mesure que nous avons à l'heure actuelle, elles ont été conçues avant cette norme, et donc il n'y avait pas forcément par les fabricants ce besoin d'effectuer cette étape par le matériel. Donc elle a été rajoutée en fait dans nos logiciels, en fait dans les évolutions de nos logiciels qui relient nos chaînes de mesure à nos PC. Elles ont été rajoutées par la suite. Donc c'est une étape qui le plus souvent est effectuée par le PC, encore une fois, sauf par les chaînes de mesure qui sont autonomes. Alors, quand on regarde la longueur de section, c'est-à-dire la fenêtre temporelle, l'étape matérielle idéale.
Alors l'IEC dit donc analyse du signal sur 125 millisecondes. Et on verra pourquoi ce 125 millisecondes. Si par exemple on échantillonne en qualité CD, 44100, ou avec un échantillonnage un petit peu plus faible à 32 000 Hz, ça veut dire qu'il va falloir que la chaîne de mesure stocke à peu près 5125 échantillons. Alors ça n'existe pas en analyse du signal, mais il faudrait en théorie 5125 échantillons pour avoir une fenêtre de 125 millisecondes. Ou si on échantillonne à 32 000 Hz, c'est un choix qui a été fait par un fabricant par exemple, et il va falloir stocker 4096 échantillons, et donc ça va faire 128 millisecondes. Une fois que ce nombre d'échantillons est atteint, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, là, il y a une transformée de Fourier, et les informations seront remontées vers le PC. La théorie, théorie, on a vu 125 millisecondes, donc recommandation et la réalité. Mais en réalité, donc, si on échantillonne en qualité CD et qu'on veut vraiment une fenêtre d'analyse de 125 millisecondes, c'est-à-dire analyser les événements qui se sont produits sur une fenêtre d'un huitième de seconde, il faut que la chaîne stocke entre 2 puissance 12 et 2 puissance 13 échantillons. C'est toujours une puissance de 2 en analyse du signal. Ce hardware, aujourd'hui, ce matériel n'existe pas sur le marché, en tout cas en qualité CD. Alors pour plusieurs raisons, parce que déjà l'âge de conception de nos chaînes de mesure, qui pour la plupart, sauf les évolutions les plus récentes, date d'il y a une dizaine d'années, voire plus. Et à l'époque, on ne faisait pas forcément du matériel avec ces capacités. Ça, on aurait pu peut-être le faire, ça aurait eu un coût, je pense, à l'époque. Mais en tout cas, quand bien même on l'aurait fait, il y avait une limitation en fait, qui était purement physique. Même si on avait fait une chaîne de mesure capable de stocker tous ces échantillons, on allait avoir de toute façon une limitation, les fabricants auraient une limitation de ports liés au port USB. Alors, la limitation de débit, en fait, elle va être imposée par la liaison en fait, qui est faite entre le PC et la chaîne de mesure, c'est-à-dire la plupart du temps du port USB. Si on échantillonne en qualité CD et que par exemple on stocke 4096 échantillons pour avoir une résolution de 125 millisecondes à peu près, comme le préconise l'IEC, et qu'on veut faire passer ça par un port USB, c'est impossible. Le débit de données est beaucoup trop important. Donc en fait, ce qui a été pendant des années fait, ce qui est toujours fait pour la plupart des chaînes de mesure, on va dire, c'est qu'en fait, si elles échantillonnent en qualité CD, mais qu'elles stockent seulement 1024 points, en fait, on va donc, là, ça peut passer au niveau du port USB, mais on va avoir une résolution fréquentielle, c'est-à-dire une fenêtre temporelle d'analyse qui va être seulement de 23 millisecondes au lieu des 125 qui sont imposés par la norme. Alors, comment faire pour satisfaire aux normes quand on est relié en port USB pour une chaîne de mesure? Donc, un petit peu comme disait Grégory Gerbeau, c'est assez difficile d'avoir des informations sur ce point névralgique là. Donc, exclusivité quand même, les fabricants additionnent deux fenêtres temporelles de 23 millisecondes pour faire une pseudo-fenêtre de 46 millisecondes. Et ensuite, en fait, il y a un chevauchement à 50% de ces deux pseudo-fenêtres de 46 qui ferait une fenêtre qui s'approcherait à peu près des 100 millisecondes, qui serait plus ou moins proche de ce que préconise l'IEC. Mais on ne peut pas forcément blâmer cette façon de faire parce que, encore une fois, la plupart des chaînes de mesure qu'on a actuellement ont été fabriquées, conçues bien avant la norme IEC, bien avant 2012. Alors, comment faire aujourd'hui? Comment font certains fabricants pour répondre aux normes internationales d'analyse du signal en audioprothèse? Et pourquoi cette fameuse donnée, cette fameuse durée, cette fameuse fenêtre d'analyse de 125 millisecondes? Alors, aujourd'hui, une solution qui a été
exploré par un fabricant, par exemple, c'est de diminuer la fréquence d'échantillonnage, c'est de passer à 32 000 Hz. Donc en fait, on va réduire la bande passante qui est analysée, qui va être de la moitié de 32 000 Hz, c'est-à-dire 16 000 Hz, qui est largement suffisante pour analyser un signal de parole. Ça, c'est une première stratégie. La deuxième stratégie, en fait, c'est relier la chaîne de mesure au PC avec un port qui est plus rapide que l'USB-A. Ça pourrait être un port HDMI, un port USB-C. Et certains fabricants ont choisi l'autonomie, c'est-à-dire la chaîne de mesure est l'ordinateur, elle fait tout, et en fait, elle ne fait qu'afficher l'image sur l'écran par un port réseau, par exemple. En fait, vous communiquez entre l'ordinateur et la chaîne de mesure par le réseau. Et vous n'avez que l'affichage de l'image au final. Et donc, la solution qui peut être, qui sera, je pense, de plus en plus explorée, c'est d'avoir une chaîne de mesure qui soit autonome. La chaîne de mesure et le PC, en fait. Elle fait tout, et vous êtes relié à elle de manière réseau. Alors, pourquoi analyser en fait le signal avec une fenêtre temporelle comme ça de 225 millisecondes? Quel est l'intérêt? Et qu'est-ce qu'on perd à ne pas le faire? Éventuellement, qu'est-ce qu'on gagne à ne pas le faire aussi? Par exemple, on pourrait tout à fait gagner. Et on verra que dans le futur, est-ce qu'on a intérêt à analyser ce signal sur des fenêtres temporelles aussi longues? Si on analyse en qualité CD, comme le font la plupart des chaînes de mesure avec une mémoire tampon de 1024 échantillons temporels, donc on passe par port USB. L'avantage, c'est que vous avez une bande passante de qualité CD, vous analysez le signal sur plus de 22 000 Hz. Est-ce que c'est intéressant? Pas forcément, en tout cas pour du signal vocal. Enfin, en tout cas, voilà, une qualité CD. Vous utilisez un port USB, ça peut être un avantage. C'est un port très répandu sur les PC, pardon. Donc c'est simple. L'inconvénient, on l'a vu, c'est que vous avez une résolution temporelle qui n'est pas celle de préférence, en fait, pour les normes internationales. Donc vous avez 23 millisecondes de résolution temporelle. Il faut savoir, donc, qu'il va falloir jongler avec des blocs temporels pour plus ou moins satisfaire aux normes d'analyse du signal. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en qualité CD, avec une mémoire tampon de 1024 échantillons, vous avez une résolution fréquentielle de 43 Hz. Vous pouvez analyser des événements pas plus fins qu'à peu près 43 Hz de large. On va prendre un autre exemple d'un fabricant qui va échantillonner à 32 000 Hz et qui va avoir donc une chaîne de mesure autonome, qui va avoir une mémoire tampon de 4096 échantillons temporels. Donc on a une chaîne de mesure autonome, quasiment. L'avantage, je pense que c'est un avantage, en tout cas ce n'est pas particulièrement un inconvénient, vous analysez la parole sur une bande passante de 16 000 Hz, ce qui est largement suffisant. Vous satisfaisez en fait aux normes internationales d'analyse, vous êtes sur des échantillons temporels de 128 millisecondes. L'inconvénient, est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Point d'interrogation, le système est autonome. Alors, je pense que c'est plutôt un avantage, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mise à jour Windows, vous n'avez pas de mise à jour de votre chaîne de mesure via Windows, pas de plantage, le système est complètement autonome et la plupart du temps, il est sous Linux. Vous êtes relié à la chaîne de mesure par un port réseau, port Ethernet. Et c'est là qu'on comprend la norme IEC, en fait, vous avez une résolution fréquentielle qui est de 8 Hz. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est finalement une norme qui est héritée du passé, jusqu'à un passé récent, c'est-à-dire qu'on a depuis des décennies cherché en fait, à mesurer les appareils auditifs dans le fréquentiel. C'est-à-dire d'avoir la meilleure résolution fréquentielle possible, jusqu'à aujourd'hui. Et alors qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, il n'est pas dans le fréquentiel. Dans les appareils, il va se situer, on va le voir, plutôt dans le temporel. Qu'est-ce qui se passe sur des temps très courts? Alors, le dilemme de l'analyse du signal, j'ai mes médias qui ne marchent pas très bien. Si vous avez une bonne résolution temporelle, c'est-à-dire qui est inférieure en tout cas à 125 millisecondes, si vous analysez des événements extrêmement courts, vous perdez en résolution fréquentielle. Par contre, donc, si vous avez une bonne résolution fréquentielle, c'est-à-dire inférieure à 10 Hz, vous perdrez forcément en résolution temporelle.
Donc en fait, on a ce dilemme en analyse du signal, tout court, et en analyse du signal en audioprothèse. Est-ce qu'il faut être précis en résolution fréquentielle? Est-ce qu'il faut être précis en résolution temporelle aujourd'hui? Donc le choix, hérité des pratiques de plusieurs décennies d'audioprothèse, c'est la résolution fréquentielle. Alors qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va falloir, dans quelle direction il va falloir aller? Est-ce qu'il faut une meilleure résolution fréquentielle ou temporelle? Le choix est impossible, on l'a vu. Avec un même matériel, vous ne pouvez pas faire les deux. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. Mais c'est dicté par le matériel. À moins que nos chaînes de mesure soient purement logicielles, c'est-à-dire que ça soit assuré par nos PC. Donc en fait, ça va être un choix distinct, je pense, dans les prochaines années. Et on va regarder un petit peu les analyses temporelles aujourd'hui, parce que vous le savez comme moi, les appareils auditifs aujourd'hui sont censés faire des choses à des deltas de temps qui sont extrêmement rapides. Donc ça sera pas, je pense qu'aujourd'hui on fait de l'analyse objective en temps réel, c'est-à-dire la mesure in vivo, la mesure au caisson, c'est du temps réel. Il est possible que dans un futur, c'est un point d'interrogation, en fait, une partie de nos mesures objectives se fasse après en fait, la mesure. C'est-à-dire, on fera une analyse après la mesure et pas forcément en temps réel. Ce n'est pas là qu'on aura forcément la meilleure vue de ce qui se passe. Je récapitule avant de commencer à rentrer dans une projection vers le futur. Les contraintes actuelles, une fenêtre temporelle d'un huitième de seconde, une gestion qui est plus ou moins bonne par les chaînes de mesure actuelles. Et on peut se poser la question, est-ce que cette norme est toujours adaptée au fonctionnement des appareils auditifs aujourd'hui? Si on regarde aujourd'hui le fonctionnement, la voix et le bruit, vous voyez que les vallées du bruit, les pics de la parole, ont une durée qui est bien inférieure à un huitième de seconde. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite que ça. Donc en fait, une fenêtre d'analyse qui serait très large nous donnerait peut-être une très bonne résolution fréquentielle, mais perdrait beaucoup, beaucoup d'indices en fait, temporels. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand on analyse finement un appareil auditif avec une résolution temporelle assez fine? Mais je vais vous montrer deux exemples d'appareils auditifs qui ont pris des directions totalement opposées, mais avec des résultats qui sont bons dans les deux cas, mais une typologie de patient en fait, qui pourrait être complètement différente finalement. Donc un fabricant 1 qui est censé, sur le papier, quand on regarde les docs, réduire le bruit dans les vallées de la parole. Donc là, on est quand même de l'ordre de quelques millisecondes en fait. Est-ce que c'est possible d'analyser aussi rapidement la vallée de la parole et de réduire le bruit? Eh bien, en fait, si on désactive le réducteur de bruit chez ce fabricant, vous avez, donc là en bleu foncé, vous avez la parole, vous avez le bruit et la parole ont été séparés et ensuite recombinés. Donc là, le réducteur de bruit est désactivé, on va activer le réducteur de bruit, ici. Chaque trait gris clair que vous voyez représente à peu près 5 décibels. Eh bien, vous voyez qu'en fait, dans chaque vallée de la parole, vous avez une diminution du bruit qui est de l'ordre de 2 à 3 décibels. Alors, ça peut paraître faible, mais c'est un pur travail mathématique, c'est pur algorithme. C'est quand même une amélioration fugace, extrêmement rapide, du rapport signal-sur-bruit de 2 à 3 décibels. Donc là, vous avez une amélioration du contraste, en fait. Donc, le bruit diminue de manière très, très fugace. On va prendre presque un contre-exemple finalement, un autre fabricant qui lui a pris une stratégie complètement différente et qui va renforcer les pics de la parole dans le bruit. Donc on peut désactiver chez ce fabricant le système de détection de la parole. Donc toujours pareil, vous avez la parole en foncé, vous avez le bruit en clair, et en fait une fois qu'on active le système de détection de la parole, en fait on a une exagération des crêtes du signal de parole, de quelques décibels toujours, mais là ce n'est pas le bruit qui diminue de manière fugace dans les silences de la parole, dans les vallées de la parole, c'est une exagération des crêtes. Et là on a deux typologies d'appareils auditifs complètement différentes, et qui vont s'adresser à des patients qui seront peut-être très différents. Première catégorie de patients qui auront peut-être une dynamique un petit peu plus réduite, et puis deuxième catégorie, dans ce cas, pour des gens qui seront capables de supporter et qui voudront avoir plus d'indices vocaux.
Et donc là, on favorise plutôt l'émergence en fait, du signal. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que le fait d'analyser le signal de parole sur des temps très courts, en fait, va nous donner accès à des fonctionnements qu'on ne peut pas voir sur des temps qui sont beaucoup plus lents. Ce qui va changer aussi dans les prochaines années, c'est la mesure d'émergence au cours du temps. Donc aujourd'hui, vous connaissez, je pense tous, le S2I, c'est-à-dire l'indice d'émergence de la parole. Et dans les années qui vont venir, la norme ANSI, c'est une norme américaine qui régit le calcul du S2I, va évoluer. Elle va donc s'appelle déjà le Extended S2I, un S2I étendu en fait. Alors pour voir un petit peu la différence entre le S2I classique, qui est une mesure à long terme, on va dire, le S2I, donc c'est l'émergence de la parole au-dessus du seuil, ou au-dessus du bruit, ou au-dessus du bruit et du seuil. Et c'est une mesure, c'est la somme d'émergence, en fait, dans chaque tiers d'octave ou dans chaque bande critique de la parole au-dessus du bruit ou au-dessus du seuil. Et c'est la somme sur la durée totale du signal, en fait. Donc ça peut durer 1 minute et vous avez cette émergence. Alors que l'IS2I, en fait, va plutôt s'intéresser à des variations temporelles extrêmement courtes du signal, et donc c'est la somme des émergences, mais à très court terme. Alors, autant le S2I était plutôt adapté à un signal de parole uniquement, autant l'IS2I est adapté à une mesure d'émergence de parole dans le bruit, c'est-à-dire ce qui nous concerne directement aujourd'hui. Alors, comment est calculé cet IS2I ? Mais en fait, il est basé sur la résolution temporelle des 21 bandes critiques. C'est-à-dire les bandes critiques, dans les graves, ont une résolution temporelle d'à peu près 10-14 millisecondes. Et très rapidement, on va se situer entre 5 et 6 millisecondes de résolution temporelle. Si on sous-échantillonne le signal, en fait, et qu'on ne prend que 128 échantillons temporels, on va avoir une résolution temporelle qui va être de l'ordre de 6 millisecondes. Mais par contre, on l'a vu aussi, on va perdre en résolution fréquentielle avec le IS2I. On va avoir une résolution fréquentielle de 156 Hz, qui est à peine inférieure à la largeur d'une bande critique, en tout cas dans les fréquences graves. Donc, le IS2I est une somme de mesures à court terme de l'émergence en milieu bruyant avec une faible résolution fréquentielle. Toujours pareil, c'est vraiment adapté à l'analyse de la parole en milieu bruyant. C'est-à-dire vous avez le signal et le bruit. Si vous arrivez à séparer ces deux signaux, en fait, eh bien, en réalité, vous pouvez mesurer dans les vallées du bruit, en fait, l'émergence fugace de la parole. Donc en fait, si on compare en milieu bruyant, il est tout à fait possible que le IS2I soit meilleur que le S2I tout court, parce qu'il aura pris en compte des émergences extrêmement fugaces que n'aura pas vu, entre guillemets, le calcul du S2I qui est sur un long terme. Donc là, on a vu le besoin dans le futur d'une amélioration de la résolution fréquentielle, peut-être si on veut voir des choses intéressantes. On va voir aussi ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire 100% des appareils auditifs aujourd'hui sont en micro-directionnel adaptatif. Comment varie le fonctionnement du micro en fonction du temps? Je pense que donc c'est un fabricant qui fait ça, vous allez voir. On peut mesurer aujourd'hui le fonctionnement d'un micro directionnel au cours du temps. Alors là, vous avez deux appareils auditifs simultanément qui sont mesurés. On va les mettre à plus 12 décibels de rapport signal sur bruit. Vous voyez ici une directivité qu'on appelle naturelle, c'est-à-dire dans les aigus, qui restitue l'effet pavillon. Et puis, on va les passer, ces appareils, brutalement à 0 décibel de rapport signal sur bruit. Et vous allez avoir en temps réel, en fait, l'évolution, vous voyez, l'hyperdirectivité, en fait, qui va se manifester dans les basses fréquences. C'est-à-dire la courbe en gras, c'est ce que capte l'appareil devant, c'est l'ISTS qui est envoyé. Et la courbe fine, c'est un bruit de même densité spectrale de niveau qui est envoyé sur l'arrière de chaque appareil. Donc, aux alentours de 1600 Hz, captation devant, captation derrière, c'est la même. L'appareil est omnidirectionnel, on a une directivité naturelle dans les aigus, une hyperdirectivité dans les basses fréquences. Et ça, vous le voyez en temps réel, que ce soit au caisson ou en in vivo.
Et donc l'avantage du temps réel et du temps court, en fait, et de la mesure de la directivité, c'est quand même un point essentiel, je pense, qu'il va falloir développer dans les prochaines années, parce qu'on vend des micros directionnels, des gens ne savent pas s'ils fonctionnent, s'ils ne sont pas bouchés, s'il y a bien une connectivité entre les deux appareils. L'analyse du rapport signal sur bruit, j'en avais parlé il y a 2 ans, en fait, c'est ni temporel ni spectral. J'insiste là-dessus, ce n'est pas forcément une mesure de labo, parce que ça existe sur une chaîne de mesure aujourd'hui en Europe, mais on peut le faire aussi par calcul mathématique. Donc on a la séparation du signal et du bruit par la technique de German et Lawson. On a signal plus bruit qu'on va séparer en signal et bruit. Et en réalité, vous connaissez le rapport signal sur bruit à l'entrée et vous le reconstituez à la sortie des appareils. Et vous voyez l'effet de tous les algorithmes de manière séparée. Vous activez d'une façon moyenne ou forte le réducteur de bruit. Quel est l'impact sur le rapport signal sur bruit à la sortie? Vous activez le micro directionnel sans les algorithmes de réduction du bruit, vous voyez l'impact. Vous activez le tout, vous désactivez le tout. Donc ça, c'est intéressant de prouver aux patients, en fait, et de savoir ce que vous faites, quel est votre niveau d'amélioration. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à des rapports signal sur bruit qui sont très très défavorables, on peut avoir jusqu'à 10 décibels d'amélioration du rapport signal sur bruit, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et ce n'est pas uniquement le micro directionnel qui est capable de ça. Ensuite, ce qui va changer dans les années futures, ce qui est en train de changer, ce qui a déjà changé chez certains fabricants, c'est la bande passante, en fait. C'est le changement du coupleur de référence. Nous avons travaillé pendant des années et des années avec des coupleurs de 2 cm3, et cette bande passante, enfin ce coupleur, est totalement inadapté au fonctionnement actuel des appareils auditifs. Et aujourd'hui, on va se trouver avec des coupleurs qui vont passer de 2 cm3 à 0,4 cm3. Donc sur différentes chaînes de mesure. Alors pourquoi? Parce que dans un coupleur de 0,4 cm3, vous pouvez tester la promesse de bande passante des aides auditives. Est-ce que oui ou non, un appareil auditif qui est censé aller jusqu'à 10-12 000 Hz, il va réellement? C'est la seule possibilité, on verra pourquoi. Parce qu'également, le coupleur de 0,4 cm3 est un coupleur qui est beaucoup plus réaliste, qui correspond à l'oreille occluse, ou à l'oreille avec l'appareil en place, ou l'oreille occluse par la mousse des inserts. Et ces coupleurs, en fait, sont disponibles sur pas mal de matériel. Donc, je pense que les premiers, ça date d'il y a quand même un petit moment, c'était sur Phonix, un fabricant qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui a cessé sa production. Ensuite, sur Audioscan, plus récemment chez Interacoustics ou Acousticon. Donc, ce sont des coupleurs qui vont se développer de plus en plus et qui vont remplacer, au final, les coupleurs de 2 cm3 que nous avons. Alors pourquoi également le coupleur de 0,4 cm3? C'est que quand on regarde en fait les différents coupleurs, dans le coupleur de 2 cm3, on va avoir une impossibilité de mesurer au-delà de 8000 Hz. C'est-à-dire qu'on a une anti-résonance à 13 000 Hz dans un coupleur de 2 cm3. Et donc on a un effondrement de la bande passante mesurable au-delà de 8000 Hz. Le coupleur de 0,4 se rapproche du coupleur le plus réaliste, c'est-à-dire le coupleur de Swiss-Loki, qui est un coupleur qui simule toutes les cavités, les impédances de l'oreille, conduit auditif, oreille moyenne. Donc c'est un coupleur qui se rapproche vraiment de l'oreille. Toujours pareil, ces coupleurs ne sont pas comme ça le fruit du hasard, hein, c'est pas comme ça sorti du chapeau des fabricants. C'est une norme, en fait, également, qui va dicter la façon de mesurer les appareils auditifs jusqu'à 16 000 Hz. Donc elle est plus récente, celle-ci, donc elle date de 2016, et elle définit la calibration des inserts, par exemple, sur les coupleurs de 0,4 cm3,
la façon de construire les coupleurs, la façon de mesurer les appareils auditifs en bande passante large. Alors à quoi ça va ressembler? Est-ce que c'est intéressant d'aller mesurer si loin? Je pense qu'on a tous dans notre patientèle en fait des gens qui vont avoir un seuil d'audition à 40 ou 50 décibels à 8000 Hz et après. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être toujours à 40 ou 50, peut-être que ça remonte. Au final, on le teste peu en casque haute fréquence, alors que les fabricants nous promettent des bandes passantes qui sont larges. Donc c'est compliqué de communiquer sur un appareil auditif qui est censé aller jusqu'à 12 ou 16 000, enfin pas 16 000 Hz, mais en tout cas jusqu'à 12 000 Hz, sans pouvoir le prouver, le démontrer. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser des bandes passantes larges pour des gens qui sont acouphéniques et qui vont avoir des acouphènes qui peuvent se situer au-delà de 8000 Hz peut-être, et d'aller les mesurer et d'aller voir si on a potentiellement un effet de mélange en fait sur ces fréquences avec l'acouphène. Alors à quoi ça va ressembler une mesure in vivo en fait sur un coupleur de 0,4 cm3? Alors déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que 0,4 cm3, c'est censé être assez proche du volume de l'oreille. Alors, si en théorie, le coupleur de 0,4 est égal au volume de l'oreille, le RECD, c'est-à-dire la différence de volume, quand je parle en tant qu'audioprothésiste, ou la différence d'impédance entre l'oreille et les coupleurs, si je parle comme parlent les physiciens, cette différence, elle est nulle. C'est-à-dire le RECD devrait être égal à peu près à plus ou moins 0 décibel. Donc là, vous voyez le RECD qui est mesuré sur un coupleur de 0,4 cm3. Pour les gens qui font du RECD, l'étape oreille, habituellement, elle est toujours supérieure à l'étape coupleur. Et là, vous voyez que l'étape coupleur, elle est inférieure, l'étape oreille, elle est inférieure à l'étape coupleur. Donc on va avoir un RECD ici qui va être plus ou moins de 0 décibel. C'est-à-dire que le coupleur est conforme à l'oreille. Le RECD sur base 0,4 cm3 a un pic caractéristique aux alentours de 10-12 000 Hz. C'est un RECD qui est peut-être un petit peu plus technique dans le placement de la sonde parce qu'il nécessite réellement de s'approcher du tympan lors de la mesure réellement, idéalement à 1 mm. Donc un acte un petit peu plus délicat à réaliser dans le futur. À partir du moment où on a ce RECD, on a pu mesurer l'audition éventuellement jusqu'à 10, 12, 16 000 Hz, on va pouvoir faire une mesure in vivo, en fait en bande plus large, c'est-à-dire, là vous voyez je m'arrête à 8 000 Hz au niveau de mon audiométrie. Est-ce que l'appareil auditif, si sur cet appareil auditif j'active entre guillemets, le boost haute fréquence qui est censé m'élargir la bande passante, alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc sans toucher au canot de l'appareil auditif qui s'arrête à 8000 Hz, le fabricant dit je peux aller jusqu'à 10 000 Hz s'il le faut. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on a bien cet élargissement de la bande passante, même si sur ce fabricant, elle n'est pas énorme, l'appareil n'est pas censé aller jusqu'à 12 000 Hz. Donc on va avoir une mesure in vivo en bande plus large. Donc 2 fois plus d'informations visibles qu'avant. Et je vais terminer un petit peu sur une projection dans l'avenir qui fait appel à ce qui se faisait dans le passé et qui ne se fait plus. Donc ce que j'appellerais un petit peu le rétro-futur. On peut mesurer des choses temporellement très fines. On peut voir l'effet des réducteurs de bruit, on peut mesurer le rapport signal au bruit, on peut voir l'effet des micros directionnels, mais je trouve aujourd'hui vraiment dommage finalement d'avoir des méthodologies de calcul pour que ce soit DSL ou NAL-NL qui soient basées sur le seuil et l'inconfort et le milieu théorique de la dynamique. Théorique. C'est ce terme qui est vraiment dommage. Alors qu'aujourd'hui, vous savez très bien que vous vous mettez sur cible et en fait vous allez avoir des gens qui vont être plus gourmands en intensité et puis des gens qui vont supporter uniquement une émergence de crête. Et en fait, on bataille encore aujourd'hui, en 2020 quasiment, à chercher quel est le bon niveau
sans prendre en compte la sonie du patient. Et ça, c'est vraiment un problème. Ça se faisait, ces mesures de sonie, il y a quelques années, ça ne se fait plus. Et c'est un petit peu dommage, en fait, qu'on en soit encore, que les méthodologies NAL ou DSL en soient encore à juste cette médiane théorique, hein, alors qu'en fait, votre patient, il peut avoir où est son seuil de confort vocal. On peut mesurer son seuil de confort tonal et on pourrait en déduire son seuil de confort vocal moyen. Donc là, je reviens vraiment du basico-basique, hein, de l'audioprothèse. C'est le lien entre la mesure objective et la mesure subjective, c'est-à-dire les fabricants, les méthodologies, en fait, déterminent un seuil de confort vocal moyen, qui est le seuil de confort tonal, moins 10 log de la largeur de bande de tiers d'octave qui correspond, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Et on voit des chaînes de mesure, il existe des chaînes de mesure aujourd'hui qui, encore une fois, font des mesures de progression de sensation de sonie, et en fonction de la mesure de cette sonie, vont vous définir des cibles vocales qui sont adaptées à la sensation du patient. Donc là, on revient, on se recentre un petit peu plus sur le patient et sur ses sensations sonores. On n'est pas dans la pure cible, en fait, on est plus dans la rééducation, en sachant qu'en plus, cette sensation sonore, elle peut dériver au cours du temps et avec la stimulation. Pour conclure, mais je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, on a des mesures qui sont héritées d'un passé technologique qui était beaucoup moins complexe. C'est-à-dire des appareils qui étaient linéaires ou non linéaires, mais qui n'avaient pas un traitement du signal suffisamment rapide, des algorithmes suffisamment rapides pour nettoyer le signal dans des zones temporelles extrêmement fines. Et donc on a toujours, nous, en audioprothèse, privilégié la mesure fréquentielle, la bande passante, alors que le temporel nous a totalement échappé, ce qui était logique, parce qu'il y avait pratiquement peut-être rien à voir dans ce domaine-là. On a des contraintes matérielles qui commencent à apparaître dans l'analyse du signal. Est-ce qu'il va falloir faire des chaînes de mesure qui soient reliées au PC ? Est-ce qu'il va falloir utiliser des ports qui soient beaucoup plus rapides aujourd'hui ? Parce que le débit des données pour une analyse du signal en bande passante très large, ou en tout cas avec des fenêtres d'analyse très, très fines, ou en tout cas si on veut satisfaire la norme IEC à 125 millisecondes de fenêtre d'analyse, on a des contraintes matérielles, il va falloir changer de port ou avoir des chaînes de mesure autonomes. Est-ce qu'il va falloir en fait comment suivre aujourd'hui l'évolution des appareils ? C'est-à-dire pour mettre au point une chaîne de mesure, il faut entre 5 et 10 ans. Alors que les appareils auditifs, tous les 4 ou 5 ans, ils vont totalement se renouveler et avoir des spécificités qui vont être totalement différentes, très très rapides. Est-ce qu'il faut toujours avoir du matériel, vraiment matériel, ou est-ce qu'il va falloir que les fabricants de chaînes de mesure nous développent finalement plus des logiciels d'analyse du signal ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous prouver ? Est-ce qu'on va être obligé d'être juste des distributeurs d'appareils auditifs sans rien pouvoir prouver, sans rien pouvoir avancer ? Juste ce qui est marqué dans la documentation. Ça c'est non négligeable dans le futur, un changement de référence pour nos mesures. On va quitter les mesures aux 2 cm3 pour rentrer dans des mesures bandes plus larges sur base 0,4 cm3, ce qui n'est pas rien. Et je reviens sur je pense, le besoin d'une prise en charge qui est plus individualisée de la correction. C'est-à-dire c'est encore une fois dommage aujourd'hui d'avoir perdu cette notion de progression de sensation de sonie, et puis de faire de la mesure objective finalement sur maximum, minimum, et de ne pas savoir ce qui se passe au milieu. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des choses. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses dans l'avenir. Moi, c'était juste la mesure objective de l'audioprothésiste. Mais je pense que pendant ces 2 jours, on va avoir une ouverture vers les mesures électrophysiologiques qui sera là aussi une énorme avancée, je pense, dans la mesure objective de l'appareillage auditif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation qui relate effectivement des choses liées au traitement du signal, à l'analyse en tout cas, qui sont très importantes.
J'avais une petite remarque effectivement sur, tu as longtemps parlé de cette histoire de fenêtre temporelle. Et effectivement, on a toujours ce compromis entre une résolution temporelle et fréquentielle. De toute façon, ça restera toujours le débat. On comprend l'exigence de l'analyse de la norme. C'est vrai que je te rejoins sur la manière dont tu as amené les choses à un moment donné, où tu dis que bon, 125 millisecondes c'est bien, mais c'est vrai que quand on peut avoir des fenêtres temporelles assez faibles pour pouvoir aller finement étudier comment évolue le signal temporel de la parole, c'est très important aussi. Certes au détriment d'un nombre de points moindre pour le spectre, mais en tout cas on a bien besoin d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe dans ces creux dont tu parles à un moment donné dans le nouveau S2I. Et ça, je trouve que c'est bien de pouvoir dire que ces fenêtres temporelles ont leur importance. Enfin, en tout cas, bravo sur ce point-là. Moi, j'avais une question, puis ensuite on passera aux questions qui ont été faites dans l'Assemblée. Tu as montré un logiciel d'un fabricant, si j'ai bien compris, qui s'appelle le Testbox Directivity. Moi, j'avais une question. Dans quelles conditions ces mesures ont été effectuées? C'est dans une chaîne de mesure? C'est comment? Alors, il y a deux possibilités. Soit in vivo, donc un haut-parleur devant, un haut-parleur derrière, soit dans le caisson de mesure. Donc dans le caisson de mesure, on a un haut-parleur qui est devant, un haut-parleur derrière chaque appareil auditif, et en fait on a une alternance extrêmement rapide, signal, bruit, signal, bruit, signal, bruit, plusieurs centaines de fois en fait à la seconde, en fait cette alternance. En fait la chaîne de mesure par alternance l'avant, mesure par alternance l'arrière, en fait. Une mesure, quand le signal arrière est émis, il y a une mesure, quand le signal avant est émis, il y a une mesure, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour obliger que la directivité adaptative ne reste quelque part fixée ou pourquoi? Non, non, au contraire, on la mesure en temps réel, elle n'est pas fixée du tout. On laisse l'appareil agir en fait à sa guise, hein, en fonction de l'endroit où il semble avoir repéré la parole, c'est l'ISTS qui est sur l'avant, et c'est un bruit qui est de même densité spectrale sur l'arrière. Et on laisse l'appareil, en fait, donc il y a une analyse spectrale, puisque c'est dans chaque tiers d'octave qu'il y a une analyse. C'est pas dans un tiers d'octave, c'est un 12e d'octave, et donc c'est une alternance de mesures avant-arrière, avant-arrière. D'accord, merci. Y a-t-il une question dans la salle? Parce qu'on a des micros qui peuvent se trimballer. On a d'autres questions autrement. Je vais en poser trois, moi, à Xavier. Premièrement, as-tu plusieurs chaînes de mesure? Parce que quand je t'écoute, il n'y en a pas une qui est bonne. Enfin, il n'y en a pas une qui détient toutes les réalités. Non. Tu as une seule chaîne? Ne nous dis pas son nom pour ne pas être accusé. Non. Tu as une seule chaîne? Non. Ah, tu en as plusieurs? Oui. Ah oui. Donc... j'avais une deuxième question où tu n'as pas tellement développé ça, c'est quel est le signal utilisé? Ça rejoint une question de la salle que je pose. Pourquoi la mesure avec ISTS sous-évalue-t-elle considérablement le gain physique réel des aides auditives de plus de 15 à 20 décibels en général? Cette mesure est-elle appropriée? Pourquoi l'ISTS sous-évalue-t-elle? C'est la question, pourquoi la mesure avec ISTS sous-évalue-t-elle considérablement le gain physique réel des aides auditives? Ça rejoint ma question en réalité, quel signal tu utilises? Parce que, alors qu'est-ce qu'on appelle par gain physique réel? C'est-à-dire le gain, c'est ce que je disais, la voix est un signal faible. Contrairement à ce qu'on pense, la voix 65 décibels, hein, c'est un signal qui est à 40 dB dans les aigus et 57 dB dans les graves. La voix normale, la voix moyenne. La voix faible, donc la voix à 55 décibels, est un signal qui est à 30 décibels dans les aigus et à peu près à 40 décibels dans les graves. Quand on fait une mesure de gain d'insertion avec ISTS, c'est-à-dire oreille nue avec l'ISTS et oreille appareil avec l'ISTS, c'est l'équivalent d'un champ libre d'un gain prothétique tonal. Moi, le résultat qu'on a en gain d'insertion, normalement, puisqu'on est des niveaux très très faibles en fait, hein, de test, quand on teste à l'ISTS voix faible, on a quasiment, le gain d'insertion est quasiment égal au gain prothétique tonal pour moi. Donc normalement, ça permet de relier une mesure subjective avec une mesure objective. Pour les enfants, par exemple, si on a un gain d'insertion avec de l'ISTS, on pourrait en déduire à peu près une amélioration à un champ libre tonal, et en tout cas le corréler. Oui. On a quand même de plus en plus de problèmes avec les appareils. Ah oui, on a quand même... Vas-y. Je suis l'auteur de la question sur l'ISTS. En fait, simplement, quand tu mets un appareil dans un coupleur 2cc, tu fais une mesure ISTS pour avoir
un gain à 60 décibels d'entrée, par exemple, de ce signal ISTS, et puis ensuite tu fais un balayage en fréquence. Oui. Et donc le gain physique montré en mesure ISTS est généralement inférieur de 15 à plus de 20 dB par rapport au balayage en fréquence. C'était ça la question. Alors, quand tu dis balayage, tu dis dBSPL. Quand tu dis gain, tu dis dB relatif. C'est pas les mêmes échelles. On envoie un signal en décibels SPL à l'entrée, qui peut être soit de l'ISTS, soit du balayage en fréquence, et en sortie, on mesure en décibels SPL. Donc la sortie qui va donner le gain. D'accord. Et alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne compare pas deux choses identiques, parce que quand on envoie de l'ISTS, on envoie certes de l'ISTS à 65 décibels, mais rien dans la voix n'est à 65 décibels. Dans la voix, il y a 40 dB dans les aigus, et encore je parle pour le niveau moyen. Si je parle des centiles 30, on est plutôt à 30 dans les aigus. Si je parle du spectre à long terme dans les aigus, on est à 40. Si je parle des centiles 99, donc des crêtes, on est plutôt à 50. Donc dans l'ISTS, on teste plein de niveaux sonores en même temps. On teste du 40, du 30, du 50, alors que dans un balayage, on teste toutes les fréquences exactement au même niveau. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer les deux, parce qu'en réalité, il y a un signal qui est complexe, qui est dans chaque tiers d'octave à une intensité différente, alors que dans le balayage, chaque 12e d'octave ou 24e d'octave est à la même intensité. Et donc forcément, l'appareil ne va pas réagir de la même façon qu'un balayage, qui a la même intensité dans tous les 24e d'octave, et avec un ISTS qui n'a pas la même intensité dans tous les tiers d'octave. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'il y a une mesure instantanée à un moment et une mesure à long terme dans l'autre. Oui, la seule différence, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, c'est exactement la même chose en réalité, sauf qu'on mesure pas tout à fait la même chose. On va être obligé de s'arrêter parce qu'on a déjà 15 minutes de retard. Je te remercie beaucoup, c'était très intéressant. J'ai appris des tas de choses.